Alors, bonjour, bienvenue au lancement de l'outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle locale. Je m'appelle Alain Meunier, je suis conseiller recherche et développement à Communagir. Donc, merci beaucoup pour tout l'intérêt pour cet outil. On s'excuse, entre autres, aux personnes qui sont dans un autre fuseau horaire que nous. Donc, il y a eu des gens qui ont essayé de nous attraper plus tôt. Donc, on espère que vous avez pu vous joindre, à nous. Donc, on est vraiment heureux ce midi, heure de l'Est, de vous accueillir, de partager avec vous ce nouvel outil qui, on l'espère, va permettre de mieux comprendre, expliquer, apprécier, partager les processus complexes que sont les démarches intersectorielles. Donc, cet outil qu'on présente vraiment est le fruit d'une collaboration entre la chaire pour les approches communautaires et inégalités de santé, la CACIS, la coalition montréalaise des tables de quartier et Communagir. Donc, vraiment, l'intention dans ce webinaire, c'est de vous permettre de vous familiariser avec les fondements de cet outil-là, dans le fond, qui va vous permettre d'avoir une base pour pouvoir l'utiliser, les différentes, vous allez voir, les différents éléments qu'on a développés, mais aussi potentiellement l'utiliser pour d'autres usages. En tout cas, c'est notre souhait aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel dans cet outil-là. Donc, on espère aussi que peut-être même vous-même, vous pourriez développer des nouvelles façons de vous en servir. Donc, la première partie va être vraiment sur les fondements et là, la plus grande partie va être consacrée à une présentation de l'outil lui-même et son mode d'emploi pour que vous puissiez, vous pouvez vous repérer facilement puis pouvoir envisager différents usages. Je vais juste, dans le fond, il est important de savoir que l'outil s'appuie sur une recherche qui a été menée, qui cherchait à répondre à une question particulière. Quels sont les effets de l'action intersectorielle locale sur les milieux de vie? Puis comment ils sont produits, ces transformations-là. Donc, il y a eu vraiment un travail de recherche approfondie qui a été mené, entre autres, dans 3 tables de quartier à Montréal entre 2011 et 2016. Et c'est vraiment sur cette recherche-là que s'appuie l'outil qui a été développé aujourd'hui. Donc, dans le fond, la démarche a documenté en temps réel la progression de l'action qui a été menée par les acteurs terrains vers les transformations qui ont été produites. Donc, on va y revenir tantôt. Donc, aujourd'hui, dans le fond, il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. Je vous les présente. Donc, Louise Potvin, directrice titulaire de la chaire des approches communautaires et inégalités de santé, la CACIS. Bonjour. Yves Bellavance, qui est le coordonnateur de la coalition montréalaise des tables de quartier. Bonjour. Angèle Bilodeau, qui est professeur-chercheur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour tout le monde. Et puis Marie-Pierre Saint-Louis, qui est consultante. Bonjour. Donc, on va puis mentionner juste aussi que mes 2 collègues, Marie-Claude Labrie et Flavie Lavallière, que vous ne voyez pas, mais qui vont nous aider, entre autres, avec les questions, tout ça, en cours de route. Donc, je vous présente un peu le déroulement qu'on a prévu pour le webinaire cet après-midi, ce midi. Patientez avec moi. Donc, essentiellement, donc on une brève mise en contexte. Donc, on va aller dans les fondements de l'outil. Il va y avoir, bien sûr, la présentation de l'outil lui-même et les pistes. Il va y avoir une période de questions et un petit moment à la fin pour les suites et perspectives envisagées. Donc, pour le fonctionnement du webinaire, vous avez probablement une photo qui ressemble un peu à ça. Donc, essentiellement, on va vous inviter à utiliser le chat ou c'est peut-être écrit converser dans le bas de votre écran. Donc, en cours de route, si vous avez des questions qui vous viennent, que vous souhaitez soumettre à nos interlocuteurs et interlocutrices, je vous invite à les inscrire dans le chat pour qu'on puisse les voir. C'est sûr qu'on va faire de notre mieux dans la période de questions pour y répondre. C'est probable qu'on n'aura peut-être pas le temps de toutes les traiter. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Je vous informe aussi qu'on va vous transmettre un lien pour, si vous voulez, revoir la vidéo du webinaire et également la présentation qu'on utilise. Là, ça vous sera transmis également suite à la fin du webinaire.
Voilà. Donc, ça, ça complète l'introduction. Donc, je nous ramène. Donc, peut-être pour se lancer, d'abord, merci Louise d'être là. Peut-être tu peux nous parler à savoir pourquoi la CACIS s'est d'abord intéressée à l'intersectorialité puis aux transformations qu'elle génère. La CACIS s'intéresse à la production et à la réduction des inégalités de santé. Et en fait, la troisième révolution de la santé publique, selon Breslow, qui vient avec la promotion de la santé, c'est qu'on se rend compte que la santé, ça se produit dans la vie de tous les jours, par la transformation des ressources qui sont disponibles aux gens pour construire cette santé. Or, ces ressources ne sont pas sous contrôle de la santé. Ces ressources, c'est la nourriture que l'on a, l'air qu'on respire, l'eau auquel on peut s'abreuver, les relations sociales, tout ce qui fait en fait qu'on peut vivre quelque part et y puiser les ressources pour être en santé. Or, si on s'intéresse aux inégalités sociales de santé, il faut s'intéresser à ces ressources-là et aux gens qui travaillent à leur transformation. Et les gens qui travaillent à cette transformation-là de façon quotidienne, ce sont les coalitions intersectorielles. Donc, c'était normal pour la CACI de s'intéresser à ces actions-là, à la façon dont elles se construisent et à ce qu'elles produisent. Merci. Yves, vous avez été partenaire autant de la recherche que du développement de cet outil-là. Pour les tables de quartier puis des autres démarches concertées, là, justement, qui travaillent en intersectorialité, c'est quoi les défis que vous rencontrez qui vous ont incité justement à participer à ces travaux-là, à la recherche et puis vous impliquer dans le développement? Bien, il faut dire que déjà depuis longtemps, on travaille avec la CACI sur toutes sortes d'études. On a collaboré en co-construction, plusieurs recherches. Puis en 2011, quand il y a eu l'idée d'aller voir ce que font les tables de quartier, puis d'essayer de comprendre ce que cette bibite-là pouvait faire, est-ce que ça donnait quelque chose? C'était déjà un premier défi qu'on avait, c'est-à-dire d'expliquer la complexité du travail intersectoriel, multiréseau. Qu'est-ce que ça donne de réunir plein de monde sur un paquet d'enjeux totalement différents dans un quartier? On voit que c'est assez complexe en termes de rassemblement de gens autour d'une table, mais aussi sur des enjeux sur lesquels on travaille. Donc, il y avait déjà ce premier élément-là qui est la complexité du travail. Ce n'est pas juste des réunions. Donc, il faut voir c'est quoi la trajectoire et c'est quoi l'impact. Et ça, on trouvait utile de faire cette recherche-là et que l'outil nous serve à ça aussi. Deuxièmement, il fallait démontrer pour nous que le processus était aussi important que le résultat. C'est-à-dire qu'il y avait dans le processus des germes de plein d'actions et d'interventions, que ce soit en termes de solidarité ou de partenariat qui se créaient, même si on arrivait avec un échec au bout du compte en voulant intervenir sur un enjeu. Et c'est ça, je pense que c'est important à démontrer. Pourquoi le démontrer? Pourquoi l'expliquer? Parce qu'il y a plein de gens qui se demandent justement qu'est-ce qu'on fait quand on a une concertation intersectorielle multiréseau. Les décideurs, les partenaires, les élus qui se disent qu'est-ce que ça donne. On voyait que ça pouvait aider à contribuer à répondre à cette question-là. Puis finalement, l'autre défi, c'est qu'en cours de route, en travaillant après l'étude, puis en s'en allant pour faire un outil de transfert de connaissances dont on va parler tout à l'heure, on s'est dit que c'était important de jeter un regard sur nos pratiques nous-mêmes. Ça allait nous permettre de regarder et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels nœuds on rencontre, quelles sont les conditions pour avoir des gains sur les enjeux sur lesquels on veut travailler. Puis ça, c'est quand même important. Donc, c'est l'intérêt de cet outil, c'est l'intérêt du site sur lequel va être l'outil, c'est de voir comment l'utiliser pour jeter un regard sur ce qu'on fait, mais comment l'utiliser aussi pour démontrer aux autres l'importance de notre action. Merci. Pour Communagir, quand on a pris connaissance là, des résultats de la recherche et de la proposition de développement d'un outil, c'est sûr que ce qui nous a vraiment captivés, c'était que le projet puis les résultats arrivent à nommer un enchaînement d'événements, de pratiques qui permettent de générer des transformations. C'est comme si on venait un peu d'ouvrir une boîte noire puis d'être capable de nommer justement ces jalons importants-là
qui se retrouvent peut-être de façon différente dans les concertations, mais qui sont présentes. On arrivait à mettre des mots sur des processus, des activités qui font une différence significative là, en termes de quand on les met en lien avec les résultats qui sont produits. Donc, c'est particulièrement ça qu'on a trouvé vraiment pertinent. On a pensé que ça pourrait vraiment être utile à des acteurs terrains de multiples milieux, multiples provenances. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça qui nous a amené autour de la table. Maintenant, on a travaillé à développer un outil qui, on espère, va vous être utile. On va parler un petit peu des fondements de cet outil-là. Donc, Angèle, qui s'est assurée, entre autres, de veiller à ce que l'outil prenne vraiment solidement appui sur les travaux précédents, sur la recherche, sur les fondements théoriques, là, va nous parler un peu plus des fondements de cet outil-là. Donc, je vous amène là, sur une présentation qui va nous aider à suivre. Voilà. Donc, en fait, donc on a parlé, vous avez mené une recherche de 5 ans sur les effets de l'action intersectorielle locale, les effets de cette action-là sur les milieux de vie. Mais d'abord, peut-être, quels sont les résultats de la recherche qui vous ont amené à penser qu'il y a peut-être un possible usage là, de ces résultats-là pour les acteurs terrains? C'est ça. En fait, le résultat principal de la recherche, ça a été de montrer qu'il y a 12 événements observables dans la pratique des tables de quartier, dans la pratique intersectorielle. Et ces événements-là s'enchaînent de différentes manières pour produire les effets de l'action intersectorielle dans les milieux de vie. Et en fait, ce sont 12 événements génériques, généraux ou types, si on veut, qui représentent une grande diversité d'événements et de pratiques dans l'action locale, qui est contextualisée dans l'espace, dans le temps. Et lorsqu'on a mis en schéma ces chaînes-là d'événements, ça a beaucoup intéressé les acteurs de terrain. Ils voyaient là une possibilité de quelque chose d'utile pour eux. Et c'est ce qui nous a amené à essayer de faire avec ces résultats-là un outil qui allait servir à la pratique. Considérant justement la complexité puis les processus nombreux là, qui sont menés, peut-être certains sont moins visibles là, dans les démarches concertées, vous vous êtes penché, vous avez utilisé un outil conceptuel théorique ou une théorie, dans le fond, pour appuyer votre recherche, la théorie d'acteur réseau. Pouvez-vous juste nous parler un peu pourquoi cette théorie-là a été utile? En fait, la théorie de l'acteur réseau, déjà, ça parle de l'action en réseau, ce que font les tables de quartier ou les tables intersectorielles, peu importe que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Donc, cette théorie-là, en fait, elle théorise, elle nomme comment opèrent les processus de l'action en réseau. Et elle est utilisée dans toutes sortes de domaines pour analyser la production du changement dans des systèmes d'action qui sont complexes. Alors, c'est pour ça qu'on a travaillé avec cette théorie-là. On avait aussi une bonne expérience de travailler avec cette théorie-là avant même de faire l'étude avec les tables de quartier. Je vous noterai, disons, 3 concepts, mais évidemment, dans le temps qu'on a, je vous inviterai à regarder plutôt dans le module 1 de l'outil où tout ça est beaucoup mieux expliqué. Mais regardons 3 concepts, en tout cas, juste pour un peu une entrée en matière, là. Le concept de réseau, dans cette théorie-là, on le nomme socio-technique, dans le sens de technique et social, pour dire que ces réseaux-là, que sont les tables d'action intersectorielle, ces réseaux-là connectent ensemble des acteurs sociaux et des non-humains, des entités non-humaines comme de l'argent, toutes sortes de ressources, des lois, des programmes, des savoirs,
qui sont concernés par une situation et qui sont engagés dans un projet de changement. Donc, la question des réseaux sociotechniques, c'est un peu, je dirais, la notion de base de cette théorie-là, et la notion de traduction aussi. La traduction, c'est le travail que font les réseaux sociotechniques. Traduire, c'est-à-dire le terme traduction vient de traduire, c'est-à-dire essayer de relier, de mettre en interaction les acteurs et de les faire converger vers des façons communes de poser le problème et les solutions, vers des intérêts partagés, vers leur engagement aussi dans de nouveaux rôles et de les faire progresser dans l'action, dans des projets communs. Alors, le travail de traduction, c'est pour les gens qui travaillent en intersectoriel, c'est quelque chose de connu, c'est leur pain quotidien en fait. Et le concept d'intermédiaire, entre autres, sur lequel j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention parce qu'il est important dans les résultats de la recherche. Ces intermédiaires, en fait, ce sont des productions qui mettent en forme, qui matérialisent, si on veut, les idées convergentes dans un réseau. Par exemple, des documents écrits, quand une table arrive à convenir de quelque chose et à l'écrire sur papier, ces idées-là ont maintenant leur vie propre. Ça permet, ces intermédiaires-là, de transporter les idées, de les disséminer et éventuellement d'influencer d'autres acteurs. Donc, il y a un des concepts, le concept probablement fondamental de tout ce travail-là, c'est les résultats transitoires. Ce que vous avez documenté. Donc, peut-être juste nous dire un peu qu'est-ce qu'un résultat transitoire et pourquoi c'est important. En fait, on les a appelés transitoires, ces résultats-là, parce que ce sont des résultats qui permettent de transiter vers les effets. C'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. Donc, ce sont les événements dont je parlais tantôt qui marquent la progression de l'action vers les buts, vers les effets. Ces résultats transitoires, ils sont issus en fait du dialogue entre la théorie de l'acteur réseau et ce qu'on a observé, les actions qu'on a observées dans la conduite de l'action intersectorielle locale. Et ces 12 résultats transitoires, on va vous les présenter juste après. Ce sont des résultats types, donc ce sont des termes génériques qui expriment la grande diversité des événements qui arrivent sur le terrain et ils s'enchaînent de différentes manières. On va voir un exemple à la fin tantôt d'un schéma où on utilise une partie de ces 12 résultats transitoires pour montrer comment on a produit certains effets. Alors, si on les regarde maintenant, ces 12 résultats transitoires, voilà, on les a regroupés en 3 domaines ou 3 fonctions que font les réseaux intersectoriels. À gauche, se constituer et se maintenir, c'est la première chose que doit faire un réseau, se constituer et se maintenir. Et j'attirerai votre attention sur un des 3 résultats transitoires de ce domaine-là, si on veut, qui est la résolution des controverses, qui est fondamentale dans la théorie de l'acteur réseau. Donc, résoudre des controverses, c'est élaborer des solutions devant les controverses, donc les différences de point de vue, les contradictions, si on veut, qui empêchent les réseaux de coopérer. Dans la colonne du milieu, c'est un autre domaine où on a regroupé ensemble tout ce qui permet au réseau d'acteurs de se représenter et d'influencer. Alors là, j'attire votre attention sur le 4e, le 5e et le 6e résultat transitoire qui touchent les intermédiaires. Alors, les produire, les intermédiaires, les placer et les mettre en mouvement. Donc, on disait tantôt, l'intermédiaire exprime des idées, des positions convergentes. Alors, après les avoir mis sur papier, il faut aussi les mettre quelque part. Il faut les placer auprès d'acteurs, d'autres réseaux ou auprès d'acteurs décisionnels où on pense qu'ils vont pouvoir entraîner du changement, de la progression dans l'action. Et la mise en mouvement des intermédiaires, le 6e résultat transitoire qu'on a à l'écran là, qui est en fait l'utilisation de ces intermédiaires-là par des acteurs qui vont faire quelque chose avec. Dans la colonne de droite, faire converger les acteurs et les ressources nécessaires à l'action. Vous savez très bien que
dans votre pratique. Capter des ressources, par exemple, c'est fondamental. Je pointerai aussi sur le 12e résultat transitoire qui est l'engagement d'acteurs décisionnels dans la réalisation du changement. On a vu dans toutes les études de cas qu'on a faites que sans cet engagement d'acteurs décisionnels, on n'atteint pas d'effet de transformation des milieux de vie. Donc, dans le module 1, vous allez retrouver des exemples concrets de l'ensemble de ces 12 résultats transitoires. Okay. Est-ce qu'on a un outil pour un exemple? Non. Là, tu arrives avec le... OK. Donc, bien sûr, ce que je comprends aussi, c'est que ces résultats transitoires-là ne se déroulent pas nécessairement en séquence directe de 1 à 12. Là. Il y a comme un enchaînement. Pouvez-vous peut-être nous présenter un enchaînement, puis qu'est-ce que nous apprend? Pourquoi c'est important là, de tracer ces enchaînements-là? Alors, on va voir à l'écran un exemple de schématisation. Est-ce que tu peux aller à la diapo suivante? Voilà. Okay. Bon, excusez-nous, on a un petit problème de synchronisation. Alors voilà, donc c'est un exemple en fait d'enchaînement. Ce que vous avez à l'écran, vous avez les 12 résultats. Bon, voilà. Vous avez les 12 résultats transitoires et vous avez le schéma de la chaîne de résultats transitoires qui ont été nécessaires pour un projet qui était celui de la modification de la desserte d'autobus dans un quartier urbain. Alors, pour se placer en contexte, c'est un quartier densément peuplé, mal desservi sur le plan de l'approvisionnement alimentaire et aussi sur le plan du transport en commun. Et l'approvisionnement alimentaire est un enjeu important de développement social dans ce quartier-là. Alors, la table des intervenants communautaires du quartier a tenu un grand forum sur le développement social et ils ont identifié des priorités et ils ont, comme premier événement marquant, ils ont produit un intermédiaire qui est un document qui relate leurs orientations stratégiques. C'est ce que vous avez en 1, orientation stratégique, production d'intermédiaires. Ensuite de ça, l'un des objectifs, ça a été l'accès aux fruits et légumes frais pour les résidents. Et pour cet objectif, la table a mis sur pied un comité. Donc, vous avez le 2e événement qui est mettre sur pied un comité et donc qui correspond au résultat transitoire, création de réseau. Ce comité était composé de citoyens, d'organismes communautaires, de représentants de la ville, de la santé publique, de la société de développement de l'artère commerciale, donc incluant les commerçants. Et donc, ce comité-là, pour arriver à se faire une idée commune du besoin, il a produit une cartographie. Donc, cette cartographie des principales sources d'approvisionnement alimentaire, c'est la production d'un autre intermédiaire. Alors, vous l'avez au 3e résultat transitoire qui a été produit, qui est la carte de l'approvisionnement alimentaire et qui est donc une production d'intermédiaire. Avec cette carte, un 4e événement qui a été marquant dans la production des effets, ça a été d'organiser une soirée discussion et consultation des résidents. Ce que cela a fait, c'est d'accroître la qualité du portrait que la cartographie donnait déjà, mais en ajoutant la perspective des citoyens, et d'accroître aussi la crédibilité du comité accès, qui défend le projet auprès de diverses instances. Et donc, le résultat transitoire qui a été marqué là, ça a été d'accroître la solidité des porte-paroles, donc du comité accès, et aussi des intermédiaires qui ont été produits, et donc le portrait des besoins dans ce cas-là. C'est ce qu'on a au 4e événement qui entre sous le titre « Solidification des porte-paroles et des intermédiaires ». Ensuite de ça, dans cette soirée-là de consultation, il y a des citoyens qui ont indiqué qu'il y avait une épicerie dans le quartier voisin qui était à peu près à une dizaine de coins de rue et le trajet d'autobus 30 qui était utilisé par les résidents pour se rendre au centre-ville, donc, pourrait être modifié.
Alors, diverses solutions ont été discutées, mais cette idée de demander à la société de transport de modifier le trajet d'autobus a été retenue et mise de l'avant. Et à ce moment-là, un 5e événement marquant a été souligné, c'est-à-dire que le comité accès a produit une synthèse des pistes d'action, donc a produit un autre intermédiaire que vous avez là comme 5e événement sous production d'intermédiaire. Par la suite, le comité a tenu une assemblée publique avec la société de transport de la ville pour parler de la desserte locale et du circuit d'autobus 30. Et donc, le comité accès a fait des représentations auprès de la ville. Donc, c'est ce qu'on a sous l'événement numéro 6, qui est représentation par des porte-paroles, et dans ce cas-là, auprès de la ville et de la société de transport dans ce cas-là. Et à ce moment-là, l'événement 7, qui a été retenu comme marquant aussi, ça a été à ce moment-là que le comité a aussi remis à la société de transport la synthèse des pistes d'action qui avaient été développées avec les citoyens. Donc là, c'est effectivement le placement de cet intermédiaire qui avait été produit devant des gens, c'est-à-dire la société de transport, qui sont susceptibles de le mettre en mouvement. L'événement 8, maintenant, et on achève, il y a 9 événements, là, alors vous allez voir qu'on arrive au but. L'événement 8, donc, la société de transport a montré de l'ouverture vis-à-vis des besoins exprimés, et on voit là, donc, un alignement d'intérêts entre la société de transport et le comité accès. C'est ce qu'on retrouve au résultat transitoire 8, là, alignement d'intérêts, déplacement d'acteurs dans le sens où la société de transport s'est déplacée pour être en accord plus avec les gens qui demandaient un ajustement du transport. Et le dernier événement que vous avez en bas, qui est l'engagement d'acteurs décisionnels dans la réalisation du changement, ben, en fait, on a observé que la société de transport s'est engagée dans une lettre à modifier le parcours de l'autobus, la ligne 30. Et la transformation concrète, ben, ça a été effectivement un trajet modifié de la ligne 30 pour passer près de l'épicerie et avec une fréquence accrue. Alors, c'est comme ça que ces acteurs-là de ce milieu ont pu parvenir à ce résultat. Merci beaucoup, Angèle. On comprend là, que ce schéma-là ou ce produit-là, c'est quelque chose qui risque de se retrouver, ça devient un outil qui pourrait être produit par les différents milieux, qui pourrait ressembler à ce genre de diagramme-là. Mais avant, justement, d'aller là, on va plonger dans l'outil lui-même. Et là, je vais revenir ici. Donc, Marie-Pierre, toi, tu as été vraiment, tu as joué le rôle principal dans le développement là, de l'outil qu'on présente aujourd'hui à partir des résultats de la recherche. Peut-être d'emblée, peut-être tu peux nous parler de qui pourrait être intéressé justement par cet outil-là, puis dans quel contexte il peut être utilisé. Oui. En fait, l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, l'outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle locale, permet d'identifier dans un récit les événements qui sont marquants, qui ont mené à des effets qui sont observables dans les milieux de vie. Permet aussi de relier ces événements marquants à une théorie, celle qui a été présentée par Angèle, qui identifie 12 résultats transitoires qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, conjugués, dans des projets concertés, intersectoriels, permettent de produire des effets visibles en termes de transformation sociale et matérielle, mais aussi l'outil nous permet de schématiser la chaîne de résultats transitoires d'un projet afin d'en tirer des apprentissages et de les réinvestir dans l'action. Et lorsqu'on applique en fait l'outil à un projet, ça nous permet de voir qu'est-ce qui a contribué à produire les effets de l'action. Selon nous, on s'est posé la question à quoi pourrait servir cet outil, mais on voit différentes utilisations.
il pourrait permettre d'être utilisé en fait en rétrospective, donc pour faire un portrait, un bilan, une reddition de compte, une évaluation. Il pourrait être utilisé aussi de manière prospective, donc sur un projet qui a déjà eu des réalisations. Donc, il faut quand même que le projet ait vécu un petit peu, mais il pourrait être utilisé de façon prospective, c'est-à-dire pour identifier des pistes d'amélioration de l'action. Il pourrait aussi être formatif. On va y revenir à cette diapo. On va y revenir bientôt. Il pourrait être aussi formatif. Donc, parce qu'il inclut une rétroaction collective qui permet de faire des apprentissages au sein d'un projet. La question aussi, vous vouliez savoir à qui ça s'adresse. Hein? L'outil qu'on vous présente s'adresse aux acteurs qui sont impliqués dans des instances intersectorielles, hein, qui portent un projet qui vise des transformations concrètes dans les milieux de vie et qui veulent aussi documenter leur action. Il faut aussi que le projet ait vécu certaines réalisations pour pouvoir porter un regard sur ses effets. Le projet pourrait viser la sécurité alimentaire, l'habitation, la mobilité, en tant que le projet se fait au sein d'un comité intersectoriel, c'est-à-dire un comité qui regroupe des acteurs de différents secteurs communautaires, institutionnels, privés, philanthropiques. Hein. La diapo qu'on regardait tout à l'heure, on peut y revenir parce que c'est quelques exemples de transformations qui sont visés par des projets où l'outil pourrait être employé. Par exemple, un projet de réaménagement d'un marché alimentaire où il y a eu l'achat d'équipements de réfrigération, une programmation culturelle et éducative, l'ouverture en prolongée du marché. L'outil pourrait être utilisé aussi dans le cadre d'une revitalisation d'un artère commercial où il y a eu plantation d'arbres, amélioration de la propreté, des emplois en insertion socio-professionnelle aussi qui ont été créés. L'outil aussi pourrait être utilisé dans le cadre d'un projet de déplacement locaux où des bancs de parcs ont été installés sur le parcours de l'épicerie, où il y a eu aussi des dons de vélos à des familles, des tracés de marchabilité autour des écoles. Donc, l'outil est approprié pour un projet dont la période est quand même restreinte dans le temps où les membres d'un comité sont en mesure d'avoir une vision globale du projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adapter l'outil dans d'autres contextes à des projets de plus grande envergure, mais dans ce cas-là, si le projet s'inscrit sur une longue durée avec différentes tâches ou des axes qui se produisent au même moment, des comités qui travaillent de leur côté, ça pourrait demander de subdiviser les périodes ou de subdiviser les axes. Et l'exercice pourrait aussi être plus complexe et demander plusieurs rencontres. Donc, pas seulement une rencontre d'animation, mais vraiment plusieurs rencontres. Donc, voilà. Donc, on plonge. Est-ce que tu peux nous parler il y a 3 grandes composantes dans l'outil. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui. Le module 1 vise l'appropriation des fondements de l'outil par ses utilisateurs, utilisatrices. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais juste vous présenter les 3 modules, mais je vais rentrer plus en profondeur dans chacun des modules par la suite. Le module 2, lui, consiste en une animation qui permet aux acteurs de l'action intersectorielle locale d'apprécier les effets de leurs actions dans les milieux de vie et de les relier, en fait, à la théorie, donc aux 12 résultats transitoires qui ont été présentés par Angèle tout à l'heure. Et le module 3, quant à lui, permet de schématiser, donc le schéma que vous avez vu à la fin lorsqu'Angèle vous parlait. Le 3e module vise cette schématisation afin d'avoir une vue d'ensemble des retombées et d'en tirer des apprentissages. Donc, on va plus loin, on questionne le schéma. OK. Dans le module 1, qu'est-ce qu'on retrouve et pourquoi les composantes sont utiles? Je vais aller trop vite.
L'ancrage théorique, hein, c'est la particularité de l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Je pense que vous avez compris que ça s'appuie vraiment sur une recherche, sur un fondement théorique, celle de l'acteur réseau. Les termes qui sont employés peuvent être parfois complexes et nécessitent à la personne qui anime, hein, de bien comprendre les fondements. Pour ce faire, le module 1 s'adresse surtout aux personnes qui vont animer ou qui veulent en savoir davantage sur la base de l'outil. Il n'est pas nécessaire que toutes les personnes qui sont impliquées dans une action intersectorielle s'approprient le module 1 pour réaliser l'appréciation des effets de l'action. Mais il faut au moins que la personne qui va animer ou le comité qui est en charge comprenne bien les fondements. Ici, on vous présente oui, je vais tout de suite. Donc, pour bien comprendre les fondements, hein, on vous a préparé une présentation précise qui présente les fondements théoriques de l'outil. Donc, cette présentation comprend 4 sections. La première porte sur la recherche à la base de l'outil, qui présente en fait l'origine de l'outil. Donc, plus spécifiquement, la recherche qui a été menée depuis 2011. La deuxième section, hein, qui est l'ancrage théorique de la recherche, c'est la section où on présente les concepts clés. Hein. Et le but de cette section est d'avoir une compréhension commune du vocabulaire qui va être employé dans l'ensemble de l'outil. La troisième section, qui porte sur les résultats de la recherche, c'est la section où on présente les résultats transitoires à l'aide d'une définition, mais aussi d'illustrations en capsule vocale. Donc, vous allez pouvoir nous entendre, vous expliquer les résultats transitoires. Et la quatrième section, qui est pour expérimenter l'outil, vous invite à son utilisation. En fait, la présentation précise a l'avantage de pouvoir zoomer sur les sections qui vous intéressent. Donc, vous n'aurez pas à refaire l'ensemble de la présentation à chaque fois que vous allez vouloir la consulter, mais vous pouvez aller directement au contenu qui vous intéresse. Ça, c'est pour le module 1. Donc, plus les fondements. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le module suivant? Le module 2, hein, c'est le cœur de l'outil. Il permet de relier la théorie à la pratique en partant des événements marquants du projet qui ont mené à des effets observables dans les milieux de vie, mais aussi en reliant ces événements à la théorie qui identifie 12 résultats transitoires pour produire des transformations matérielles et sociales. Le module 2, en fait, s'appuie essentiellement sur un guide d'animation. Les autres documents qu'on retrouve dans le module 2 sont des instruments complémentaires qui pourront vous servir dans le cadre de l'animation. Est-ce que tu peux, dans le fond, nous expliquer ou nous faire un peu, nous donner une idée d'à quoi va ressembler une animation là, qui utilise cet outil? Un partenariat qui veut apprécier les effets des actions, d'une action intersectorielle en utilisant l'outil devra suivre les étapes qui sont proposées dans le guide d'animation. Mais tout d'abord, il va devoir préparer le contenu pour l'animation. Cette préparation implique qu'une personne ou un sous-comité s'approprie le module 1, mais aussi retrace les événements marquants du projet en les mettant sous forme d'une banderole ou d'une ligne du temps, hein, qu'on peut voir maintenant à l'écran. Vous avez l'image aussi dans l'exemple qui se retrouve dans le module 2. L'image est peut-être, on voit un petit peu moins les écritures, mais dans le document, c'est un peu plus visible. Donc, ce matériel, il est central, il faut vraiment le préparer avant la rencontre. Comme vous pouvez voir, l'idée n'est pas de retracer toute l'histoire du projet, mais plutôt de s'attarder aux événements qui ont été marquants, c'est-à-dire les événements qui ont eu du sens dans la construction de l'action et qui marquent un progrès de l'action vers son but ultime.
Pour l'animation, les partenaires de tous les secteurs qui ont été impliqués dans le projet devront être convoqués à la rencontre. On vous a préparé une lettre type qui se trouve aussi dans les documents complémentaires du module 2. Vous n'aurez qu'à changer la date, le lieu de la rencontre et la faire parvenir à vos participants. Pour ce qui est de l'animation, vous pouvez voir l'ordre du jour qu'on retrouve dans le guide d'animation. Vous pouvez le voir à l'écran. Elles sont tous bien expliquées dans le guide d'animation, allant de la validation du récit à la manière de choisir les résultats transitoires qui vont être associés aux événements marquants. En fait, grosso modo, l'animation vous permettra de valider les événements que le comité ou l'animateur a considérés comme étant marquants, mais aussi de les relier à des résultats transitoires en venant apposer des cartons de résultats transitoires sur la ligne de temps. Ici, on peut voir la banderole, la ligne de temps au début de l'animation et à la fin de l'animation, à quoi elle ressemble. Donc, vous pouvez voir que les cartons RT sont en 3 couleurs, une couleur par domaine de résultats transitoires. On dit RT dans le jargon interne, donc c'est la raison pourquoi j'ai utilisé ce terme, mais c'est vraiment les résultats transitoires dont je parle. Et les couleurs, ce qui est intéressant avec les couleurs, c'est que vous pouvez facilement retracer quels domaines de résultats transitoires qui ont été le plus mobilisés dans le cadre de votre projet intersectoriel. Pour vous aider à associer les résultats transitoires aux événements, vous trouverez un document complémentaire qui est un exemple de récit avec les événements qui sont associés à chacun avec un récit avec des résultats transitoires qui sont associés à chacun des événements. C'est en somme l'exercice qui va devoir être effectué pendant l'animation. Donc, par exemple, on peut lire dans l'exemple, dans la deuxième ligne, qu'une table a tenu un forum et qu'ils ont produit un document d'orientation stratégique. Donc, l'événement se retrouve en gras et le résultat transitoire qui est associé, c'est la production d'intermédiaires. Dans la deuxième ligne, on peut voir que pour atteindre l'objectif, la table met sur pied un comité qui est appelé comité accès. Donc, le fait de mettre sur pied un comité, c'est l'événement et le résultat transitoire qui est associé, c'est la création de réseau. Donc, ainsi de suite, vous pouvez faire le tour de l'ensemble du projet dans ce document et bien comprendre comment associer les événements marquants aux résultats transitoires. Cette étape peut être difficile si l'animateur ne s'est pas bien approprié le module 1. Il faut également comprendre que RT est associé à un événement qui a marqué des points et que celui-ci permet de mettre en lumière la contribution de l'événement à la réalisation du but ultime. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, il n'existe pas une bonne ou une mauvaise réponse. Un RT est celui qui fait consensus à un moment donné avec les personnes qui sont présentes autour de la table. Et je vais continuer. Oui. J'ai pas complètement fini la manière en fait de réaliser l'animation. On voit que j'aimerais juste préciser la raison pourquoi on a utilisé la banderole et un outil visuel pour pouvoir réaliser l'exercice. Le but est en fait d'encourager la mutualisation des discussions parce que l'objectif premier de l'exercice de l'animation, c'est de mettre en commun une compréhension commune de l'enchaînement des résultats qui ont mené à réaliser
l'action. Donc, le fait d'avoir un visuel comme celui-ci avec des feuilles de couleurs à apposer sur la banderole, ça met les participants en action et ça contribue à faciliter la réflexion collective. Merci. Donc là, je comprends que à partir donc, du récit que les gens se font de leur démarche, vont appliquer, vont le réinterpréter à la lumière des résultats transitoires. Mais après ça, il y a une étape, on veut transformer un peu aussi la façon dont on le présente. Hein? Donc, comment, dans le fond, comment on organise les résultats transitoires, les événements marquants, comment on passe à un schéma, là? Oui, c'est une très bonne question. C'est le module 3, en fait, qui nous permet d'aller jusqu'à la schématisation, hein, donc créer une chaîne de résultats transitoires du projet afin d'avoir une vue, un visuel d'ensemble des retombées, mais aussi d'aller jusqu'à tirer des apprentissages pour pouvoir les réinvestir dans l'action. Et ce module comprend trois outils, trois documents, je dirais, une ligne du temps pour consolider la chaîne de résultats, un schéma de la chaîne de résultats et une grille de questions qui va permettre de poser un regard sur le schéma. Donc, si on va plus en détail, le fichier Excel vous permet de retracer les discussions qui ont eu lieu lors de l'animation. Celui-ci a l'avantage de pouvoir inclure des réflexions, mais aussi des précisions qui sont liées aux retombées de l'événement. C'est une manière, en fait, de garder des traces des discussions. Le deuxième lien que vous allez trouver dans le module 3 consiste en un schéma où vous aurez à transcrire manuellement les événements et les résultats transitoires dans le schéma qu'on voit à votre droite. L'espace, comme vous pouvez voir, l'espace est assez limité. De là l'importance d'utiliser le document Excel pour inscrire plus d'informations, pour garder des traces. L'avantage de la schématisation, lorsqu'on la fait dans le document que vous pouvez voir à votre droite, est de montrer l'interrelation, mais aussi l'enchaînement des résultats en images, donc de manière visuelle. On a dans l'image que vous voyez à votre gauche, c'est la schématisation que Angèle vous a montrée tout à l'heure. On a fait le choix d'utiliser le même exemple simple dans l'outil pour des raisons pédagogiques, mais sachez qu'il est possible d'employer l'outil dans des contextes de transformation plus complexes. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous allez vers des projets qui sont sur une longue durée avec plusieurs communautés, ça pourrait devenir plus complexe à animer ou à analyser. Et en fait, les groupes qui ont eu la chance de voir la schématisation de leur projet ont particulièrement aimé cette représentation. Donc, je vous invite à le faire. Faire un schéma de notre démarche, ça peut nous apprendre quoi? Comment on peut enrichir en fait notre travail? Oui, mais ça, c'est le troisième lien qu'on retrouve dans le module 3. Qui permet qui est une grille en fait de questions qui vise à tirer des apprentissages de l'exercice, mais également à les réinvestir dans l'action. Là, je suis en train d'oublier. Donc, les questions sont divisées en 3 grandes dimensions, je dirais. Vous allez trouver des questions qui permettent de tirer des apprentissages. Donc, plusieurs questions se retrouvent dans le document. On en a mis seulement une pour vous montrer le type de questions qu'on peut retrouver. Pour tirer des apprentissages, une des questions qu'on retrouve, c'est est-ce que certains résultats transitoires absents dans notre chaîne auraient pu être utiles dans le cheminement de notre projet.
On trouve aussi des questions en lien avec, qui vont vous permettre de réinvestir les apprentissages dans l'action. Donc, une des questions qu'on retrouve, c'est y a-t-il des résultats transitoires qui requièrent des compétences à développer au sein de notre réseau afin de les réaliser? La troisième dimension, hein, qui est quand même très intéressante, que vous trouverez en fait dans le document exemple de questions, des questions en lien avec chacun des RT. En fait, ce que ça va vous permettre, c'est d'approfondir les résultats transitoires. Dans la grille, cette partie-là hein, peut être vue comme un moyen d'améliorer les résultats transitoires qui se sont avérés plus difficiles à concrétiser. Donc, il est possible de cibler un ou des RT que vous avez eu peut-être de la difficulté à mobiliser et aller les approfondir, comme par exemple dans un projet qui aurait eu de la difficulté à créer un réseau. Vous pourriez vous poser la question en regardant les effets voulus, le réseau mobilisé, comprend-il les acteurs nécessaires? Est-ce qu'il a permis leur engagement? Cette grille pourrait être utilisée, par exemple, lors d'une discussion collective, lors d'une rencontre, après avoir vu la schématisation, afin d'aller plus loin et d'apprendre en fait de la schématisation. Merci Marie-Pierre de nous avoir conduit au travers là, des différentes composantes de l'outil. On espère là, quand même que ça vous donne une bonne idée là, du matériel qui est là, qui est disponible. On s'est rendu à la période de questions. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été mises dans le chat. Donc, entre autres, il y a une question pour, justement, mais ça fait peut-être référence, entre autres, à la dernière partie. Pouvez-vous nous donner un exemple de l'utilisation prospective de l'outil, donc de l'utilisation plus pour des développements à venir? Oui, ben, en fait, il y a une utilisation prospective, il y a une utilisation formative aussi. En fait, l'utilisation prospective, c'est de réfléchir collectivement à quel genre de résultats transitoires on pourrait viser. Par exemple, si on produit un intermédiaire, un document, quelque chose qui fait consensus et qui parle vraiment de ce à quoi on parvient comme idée commune, ben, si on regarde les RT, les résultats transitoires, ça va aussi nous inviter à le placer quelque part. Si on veut que cet intermédiaire produise du changement, ça nous invite, c'est ça, à le placer. Bon, c'est la même chose concernant un résultat transitoire comme l'engagement des acteurs décisionnels. Il faut constamment travailler avec cette perspective parce qu'on sait que atteindre ce résultat transitoire, c'est comme un résultat incontournable par lequel il faut passer. L'expérience nous montre ça. Donc, les 12 résultats transitoires peuvent donner des pistes vers lesquelles orienter l'action intersectorielle. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? En fait, dans les projets que la recherche a pu examiner, souvent l'objectif ultime n'était pas atteint. Donc, le fait de faire la schématisation sur les effets qui étaient en cours a pu, par exemple, trouver des solutions pour pouvoir atteindre l'objectif ultime ou parfois même d'aller vers d'autres projets qui étaient peut-être en latence là. Il y a aussi une question à savoir au niveau de l'utilisation, dans quel contexte cet outil a été expérimenté. Est-ce que, dans le fond, la question était quel est le spectre d'envergure des projets dans lesquels il a été testé au niveau de la taille du territoire, la portée du projet, la démarche intersectorielle, le nombre de partenaires ou de secteurs là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, dans un travail qu'on fait présentement en recherche, là, mais on pourrait aussi bien le faire en appréciation des effets
au sein même d'une table intersectorielle. En fait, l'envergure, c'est pas... L'envergure, ça se découpe. Et c'est un peu ce que disait Marie-Pierre tantôt. On ne peut pas, dans la même démarche, regarder la chaîne de résultats transitoires de plusieurs réalisations en même temps, dans la même chaîne. Mais on peut le faire concomitamment pour un marché public, l'aménagement d'un quadrilatère sécuritaire autour d'une école. Tout ça va donner lieu à des chaînes différentes. Donc à des lieux de réflexion et autour d'instances intersectorielles qui ont produit ces choses-là différentes. Alors, il faut autrement dit multiplier les démarches, multiplier les réflexions, si on veut. Il y a une autre question qui est dans le chat qui interpelle la dimension collective de l'exercice, de dire... par exemple, ça donne l'impression qu'on préconise une appréciation collective des résultats transitoires de l'action intersectorielle. Est-ce que cette analyse-là doit être menée collectivement? Est-ce que ça a la même valeur si c'est mené plus sur une base individuelle? Oui, comment vous voyez là, son usage? Je répondrai à ça, moi. Je pense que l'analyse de la démarche, parce que dans le fond, c'est un outil d'analyse d'une démarche. Le faire collectivement, ça amène aussi une appropriation collective de la démarche et ça amène aussi une discussion, parce qu'il n'y a pas de recette à dire tel événement, c'est ce résultat transitoire. Le fait de discuter ensemble et de trouver la solution et de trouver une interprétation logique à ce qu'on fait dans une terminologie qui en permet sa représentation, bien, en fait, ça permet à l'ensemble des participants qui participent à l'exercice de s'approprier cette démarche-là et de s'y engager. Donc, ça peut être en soi un résultat transitoire de consolidation du réseau. Ben, en fait, nous, on essaie de promouvoir cette espèce d'évaluation collective des actions. Et là, l'outil, à ce moment-là, peut faire partie, peut contribuer à cette, effectivement, comme tu le dis, Louise, cette appropriation de tous les acteurs, parce qu'on est dans l'action à ce moment-là. Parce que là, si on veut absolument faire une évaluation, une auto-évaluation de ces actions, mais uniquement avec des directions de concertation ou des équipes de concertation, on est complètement à côté de l'objectif même du travail qui se fait, qui permet justement d'avancer, puis d'avoir des acquis et d'avoir des partenariats qui vont se poursuivre après. J'irais peut-être avec une autre question qui nous demande qu'est-ce que c'est les termes temps, contexte et finalité dans les petits carrés verts de la modélisation. En fait, c'est juste l'idée que le modèle qu'on a, c'est un modèle de système d'action complexe. Et les systèmes d'action, ce sont des réseaux qui conduisent des processus pour atteindre des finalités dans des contextes et dans le temps. Alors, c'est pour ça qu'on a gardé ces notions-là du contexte et du temps, parce qu'il y a des événements, comme disait Marie-Pierre tantôt, sur lesquels les acteurs ont du contrôle en dedans de leur système d'action, mais il y a aussi des événements, un changement de politique publique, par exemple, qui sont dans le contexte et qui font que ça modifie le travail du réseau. L'autre chose aussi, c'est que les transformations effectives arrivent dans le contexte. Les besoins sont dans le contexte. Alors, c'est pour ça que le contexte est important. Et les finalités qui sont visées par le réseau sont les grands buts que le réseau s'est donnés. Il n'arrive pas forcément toujours dans le contexte à atteindre ces finalités visées, mais il peut en atteindre d'autres finalités en tenant compte justement des opportunités et des contraintes. Alors, c'est pour ça que la notion de temps, parce que aussi tout cela évolue dans le temps et les contextes sont évidemment très diversifiés. Alors, c'est pour rendre compte de ces idées-là que ces concepts-là sont placés dans le schéma. Il y avait une question, entre autres, à savoir, est-ce que cet outil-là peut être utilisé dans un contexte régional?
Oui. C'est la recherche en cours. C'est la question qu'on s'est posée, qu'on est en train de se poser. Cet outil-là a été développé dans le contexte d'actions locales. Ce qu'on sait, cependant, par nos études, c'est qu'il ne se passe pas tout à fait la même chose régionalement. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes jeux de pouvoir, ce ne sont pas les mêmes structures qui sont en jeu. On pense que cette idée des résultats transitoires, elle est porteuse, que c'est une façon d'apprécier les processus. Il y a probablement des résultats transitoires qui se transposent dans l'action régionale, mais on n'en est pas sûr, on ne sait pas lesquels et on ne sait pas non plus quelles sortes de chaînes d'événements vont se produire à un niveau régional. Donc, nous sommes en train de développer un projet de recherche que l'on veut faire financer et pour lequel, effectivement, on veut mettre sous étude des structures régionales intersectorielles qui veulent structurer, en fait, l'action locale de transformation des milieux de vie d'une manière intersectorielle. Donc, la réponse à cette question-là, d'ici 3 ou 4 ans, peut-être? Il y a une question qui est arrivée, à savoir, est-ce que l'outil permet d'estimer ou de mesurer la part de différents acteurs partenaires dans la démarche intersectorielle? L'intention puis le résultat auquel on arrive n'est pas de différencier la contribution de chacun des partenaires à l'action collective. L'outil et puis nos résultats de recherche aussi, puis c'était l'intention de la recherche aussi de regarder le processus de l'action collective et les effets de l'action collective. Alors, bien sûr que les acteurs autour d'une table le savent, quelle contribution, par exemple, a pu être produite par quel partenaire, mais ce n'est pas l'intention de ce qu'on a produit. Et ça ne vise pas à séparer ces contributions, ça vise à regarder l'effort collectif. On a quelques mains levées, on a peut-être donc, je ne sais pas si les personnes qui ont levé la main, c'est parce qu'elles ont des questions, fait que je vais leur donner un droit de parole. Donc, on a monsieur, madame Champagne. En principe, on devrait vous entendre. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, je vais tenter avec... Il faudrait activer votre microphone en allant vers la gauche de votre écran. Peut-être Madame Plourde. OK. Monsieur ou Madame Plourde, je vous donne la parole également. Même chose, là, il faut activer votre microphone dans le coin gauche en bas en cliquant sur le petit icône du microphone. Donc, sinon, posez la question directement dans le chat. Voilà. Donc, il semblerait que on ne les entendra pas cet après-midi. OK. Alors, mais je pense que ça fait quand même pas mal le tour là, des questions posées. On serait rendu vraiment à la dernière partie de la rencontre, qu'à savoir, là, déjà, ça a été un petit peu fait référence, là, à savoir, est-ce qu'il y a des suites possibles à ces travaux-là au niveau de la recherche ou de l'outil, des choses que vous voulez nous mentionner là, dans les mois ou prochains mois, années à venir? Ouais. En fait, on vient d'obtenir un financement pour faire une traduction en anglais de l'outil. L'outil en français est hébergé sur le site de Commun Agir. L'outil en anglais sera hébergé sur le site de Tamarack Institute à Toronto. Alors, ça, c'est un travail qu'on commence. On espère, n'est-ce pas, le faire au cours de l'année. Donc, juin 2020, ça devrait être prêt. On a des travaux en cours aussi de développement, en termes de développement. L'outil, il est très descriptif. Hein? Il n'y a pas d'aide à la décision dans l'outil. Une des questions qu'on s'est posées,
et pour lequel on a développé une recherche qui est présentement en cours, c'est est-ce qu'il existe des chaînes de résultats transitoires qui sont porteuses d'effets? Est-ce qu'il y a des résultats transitoires qui semblent être critiques? Est-ce qu'il y a des résultats transitoires qui semblent mener à des cul-de-sac ou à des répétitions qui mettent un projet en dormance? Donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est toujours sur l'action intersectorielle locale, mais nous sommes actuellement à faire deux choses. D'abord, valider nos instruments de recherche qui sont un peu différents des outils que nous avons présentés. Ce sont des instruments de recherche. Et de les instrumenter, en fait, dans une démarche rétrospective. Nous l'avions fait dans une démarche prospective. Là, on est en train d'instrumenter tout ça pour une démarche rétrospective et de validation de nos 12 résultats transitoires. Et à date, on les reproduit, nos résultats transitoires. On n'en a pas vraiment trouvé de nouveaux, mais donc on est encore un peu plus conforté dans cette idée que ces résultats-là, ils ont valeur empirique et valeur de description de ce qui se passe. Nous sommes, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, on a déposé le mois dernier un nouveau projet aux Instituts de recherche en santé du Canada pour étudier l'action intersectorielle, mais là, à un niveau régional. Ce qu'on sait bien, c'est que les acteurs locaux sont souvent tributaires d'acteurs régionaux et que l'action intersectorielle au niveau régional ne produit pas nécessairement elle-même des transformations dans le milieu, mais va permettre ou contraindre ou faciliter l'action locale. Donc, ce à quoi on s'intéresse, c'est aux instruments régionaux qui contraignent ou facilitent l'action intersectorielle locale. Et pour ce faire, ce qu'on propose, effectivement, c'est d'étudier des cas exemplaires et sur la base, effectivement, de nos résultats transitoires, de voir lesquels permettent ou s'actualisent à un niveau régional, lesquels n'ont pas de pertinence à un niveau régional et est-ce qu'il y en a d'autres aussi à un niveau régional. Enfin, et ça va être à moyen terme, d'ici 1 an ou 2, puis je profite du fait qu'on a un auditoire international. Ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que cet appareillage-là de recherche et d'appréciation, ça a une valeur un peu plus universelle que le Québec à l'heure actuelle. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de développer des projets comparatifs avec des équipes en France, en Belgique, en Suisse, pour tout de suite dans la francophonie, mais éventuellement aussi dans le monde un peu plus anglo-saxon. Donc, c'est les projets qu'on a en développement autour de cet outil-là. Et bien sûr, au fur et à mesure où on aura des résultats nouveaux, de les traduire dans des outils pour accompagner l'action intersectorielle locale et régionale. Si je peux ajouter un petit quelque chose, c'est absolument fascinant de voir qu'on pourrait aller à l'échelle internationale et comparer, mais je reviendrai en terminant à l'échelle locale. C'est-à-dire que je pense que dans les perspectives, pour nous en tout cas, c'est que le réseau des tables de quartier utilise cet outil et voit comment il fonctionne ou comment il ne fonctionne pas peut-être, en tout cas qu'on en tire des leçons, des apprentissages, qu'on soit capable de capter là, tout ce qu'il peut y avoir pour qu'il y ait une bonne évolution de cet outil-là, puis que tout le monde, pas juste les tables de quartier de Montréal, mais les gens dans les régions, un peu partout au Québec l'utilisent aussi, puis qu'on ait tous ensemble du feedback sur l'utilisation de ça. D'ailleurs, dans le cadre de la traduction, puis de l'utilisation aussi de l'outil sur le site de Commun Agir, on est en train de travailler à un autre projet de recherche sur l'utilisation de l'outil tel qu'il est là, version française, version anglaise éventuellement aussi, pour tirer des apprentissages et éventuellement le rendre
Meilleur. Ben, possiblement, parce qu'on vient de le lancer, on l'a testé, on l'a développé dans le cadre d'ateliers, tout ça, mais il reste que sa vraie vie commence aujourd'hui, là. Donc, on pourra aussi regarder ça dans ce qu'on est en train de planifier. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, il y a comme un mythe à savoir qu'il n'y a qu'à se mettre ensemble pour que l'action produise et qu'on produise des effets. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'actions qui n'aboutissent jamais. Il y a même des actions qui souvent aboutissent en conflit. Et nous, ce qu'on prétend, c'est que la recherche et le développement d'outils à partir de la recherche peut soutenir les milieux dans leurs efforts pour transformer et améliorer les conditions locales de vie. Bien, un gros merci. Merci beaucoup, Louise Potvin. Merci beaucoup, Marie-Pierre Saint-Louis. Merci, Angèle Bilodeau. Merci, Yves Bellavance. Vraiment, ça a été c'est super intéressant de vous avoir. On est vraiment curieux, en effet, de voir si vous avez des rétroactions à nous transmettre là, sur l'utilisation de cet outil-là. Dernière question. Donc, en cours d'utilisation de l'outil, si on a des questions, besoin d'informations, mais écoutez, on n'a pas actuellement un appareillage d'accompagnement de cet outil-là parce qu'il sort maintenant. Mais oui, vous pouvez nous contacter, là, puis on peut vous mettre en lien si jamais il y a un besoin là, avec différentes personnes qui ont déjà un certain degré de familiarité. Là, mais ce n'est pas la spécialité là, de Communagir uniquement. Là. Donc, c'est vraiment un outil qui est accessible à tous. Oui, et sur le site, en fait, les coordonnées de tous les partenaires s'y trouvent. Donc, vous pouvez, j'imagine qu'un appareillage va être... ça pourrait, on va essayer de dégager les ressources pour mettre une espèce de hotline autour de l'outil. Ce serait la chose à faire. Donc oui, donc là, pour l'instant, actuellement, vous avez accès à l'outil sur la page d'accueil de Communagir. C'est peut-être un lien le plus direct. Là. On va quand même aussi vous transmettre dans les prochains jours là, par courriel, dans le fond, le lien nouveau ainsi que la présentation qui a été utilisée